L'Afrique connaît déjà ce scénario. On ne frappe pas toujours le dirigeant qui dérange avec des chars ou des missiles. On commence souvent par l'isoler. On coupe ses relais diplomatiques. On affaiblit son image. On transforme sa quête de souveraineté en menace régionale. Et aujourd'hui, selon des accusations de plus en plus relayées dans les cercles panafricains, cette stratégie viserait Ibrahim Traoré. Le choc ne vient pas seulement de l'Europe. Il vient surtout du non cité dans cette affaire Bola Tinubu, président du Nigeria et figure majeure des institutions africaines. Pour ses critiques, l'homme, censé incarner l'unité du continent, serait devenu le visage africain d'une pression pensée ailleurs. La question qui enflamme désormais les débats est simple. Mais Brutal Tinubu protège-t-il l'Afrique? Ou protège-t-il un ordre extérieur menacé par le réveil du Sahel? Cette accusation frappe fort parce qu'elle arrive à un moment précis. Ibrahim Traoré n'est plus seulement le chef de transition du Burkina Faso. Il est devenu, pour une partie de la jeunesse africaine, le symbole d'un refus, refus de l'influence française, refus des anciens réflexes diplomatiques, refus de demander la permission avant de choisir ses alliances. Chaque décision prise à Ouagadougou a envoyé un message bien au-delà des frontières burkinabè. Traoré a expulsé les forces françaises. Il a dénoncé l'ingérence occidentale. Il a soutenu l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger. Il a parlé de ressources, de dignité, de sécurité et de souveraineté, avec un ton que beaucoup de dirigeants africains évitent depuis des décennies. C'est précisément cette rupture qui inquiète ses adversaires. Car si le modèle burkinabé survit, il peut inspirer d'autres pays. Si l'AES tient debout, elle peut affaiblir les cadres traditionnels dominés par des gouvernements plus proches de Bruxelles, Paris ou Washington. Et si Traoré continue de gagner l'opinion africaine, alors l'ancien système ne perd pas seulement un pays, il perd le contrôle du récit. Voilà pourquoi cette crise dépasse Tinubu. Elle dépasse même le Burkina Faso. Elle pose une question centrale qui décide encore de l'avenir politique de l'Afrique. Et tant que cette question restera ouverte, chaque réunion secrète, chaque silence diplomatique, chaque pression contre Ouagadougou sera interprétée comme un signal. Le bras de fer ne fait que commencer. Pour comprendre pourquoi les accusations contre Bola Tinubu provoquent une telle colère, il faut revenir plusieurs années en arrière. Il faut comprendre ce que représentait le Sahel pour les puissances occidentales avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Car le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'étaient pas simplement des États fragiles confrontés au terrorisme. Ils formaient une zone stratégique essentielle dans l'architecture politique et militaire héritée de l'époque postcoloniale. Pendant des décennies, la France a maintenu une influence massive dans cette région. Bases militaires, accords sécuritaires, contrôle monétaire à travers le franc CFA, réseau politique, contrats miniers et partenariats économiques, tout un système avait été construit pour garantir une présence durable de Paris dans l'espace sahélien. Officiellement, il s'agissait de stabilité. Mais pour de nombreux Africains, cette stabilité profitait surtout aux intérêts extérieurs. Puis le paysage a commencé à changer brutalement. D'abord, le Mali a pris ses distances avec Paris. Ensuite, le Niger. Puis, le Burkina Faso a suivi le même chemin sous la direction d'Ibrahim Traoré. Et cette fois, le choc fut beaucoup plus profond que prévu. Parce que Traoré n'a pas seulement modifié des accords militaires. Il a changé le langage politique lui-même. Là où beaucoup de dirigeants africains parlaient avec prudence, lui parlaient frontalement. Il dénonçait publiquement l'exploitation des ressources africaines. Il remettait en cause les dépendances économiques. Il accusait les anciennes puissances coloniales de maintenir l'Afrique dans une position de faiblesse organisée, et surtout, il le faisait sans chercher l'approbation des capitales occidentales. Très vite, son image a dépassé le Burkina Faso. Des millions de jeunes Africains ont commencé à voir en lui une figure comparable aux anciens leaders souverainistes du continent, dans les réseaux sociaux, dans les débats politiques et même dans certaines diasporas africaines en Europe. Son nom revenait constamment. Pour ses soutiens, Traoré incarnait quelque chose que beaucoup pensaient disparu
un dirigeant prêt à défier ouvertement l'ordre établi. Mais chaque symbole de rupture crée automatiquement une réaction. Car du point de vue européen, la perte du Sahel n'était pas un simple revers diplomatique. La région représente des intérêts économiques et stratégiques immenses. Les routes minières, l'or, l'uranium, les corridors commerciaux et les positions militaires font partie d'un équilibre construit depuis des décennies, voire plusieurs gouvernements sahéliens se rapprocher de nouveaux partenaires comme la Russie ou développer des structures régionales indépendantes représentaient donc une menace directe. C'est dans ce contexte qu'est née l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Pour le Burkina Faso, les Mali et le Niger, cette alliance devait devenir une alternative aux structures régionales traditionnelles, un espace de coopération militaire et politique construit sans dépendance envers les anciennes puissances. Mais pour les institutions régionales plus proches des positions occidentales, cette alliance ressemblait à une fracture dangereuse. Et au centre de cette fracture apparaissait désormais Bola Tinubu. En tant que président du Nigeria et président de l'Union africaine, Tinubu possédait une influence énorme. Ses prises de position sur le Sahel étaient observées partout. Or, pour ses critiques, ses choix semblaient systématiquement alignés sur les attentes européennes concernant l'AES. La crise du Niger a renforcé cette perception. Lorsque la CEDEAO a évoqué une intervention militaire après le changement de pouvoir à Niamey, une partie importante de l'opinion africaine a vu cette menace non comme une défense de la démocratie, mais comme une tentative de protéger un système régional soutenu par l'Occident. Tinubu, alors en première ligne, est devenu le symbole de cette pression. Depuis ce moment, chaque rencontre diplomatique avec l'Union européenne est analysée avec méfiance. Chaque déclaration sur le Sahel déclenche des soupçons. Et lorsque les accusations d'une coordination visant à isoler Traoré ont commencé à circuler, beaucoup d'Africains n'ont pas vu une théorie improbable. Ils ont vu la continuité d'un modèle qu'ils pensent connaître depuis longtemps. Car, dans la mémoire politique africaine, l'isolement d'un dirigeant souverainiste commence rarement par des attaques visibles. Il commence presque toujours par des alliances discrètes, des pressions institutionnelles et des calculs diplomatiques silencieux. Et selon les soutiens de Traoré, c'est exactement ce qui serait en train de se produire aujourd'hui autour du Burkina Faso. Le véritable danger pour Ibrahim Traoré n'est être pas militaire. Cette idée paraît choquante dans un pays confronté aux attaques djihadistes et à une crise sécuritaire permanente. Pourtant, pour beaucoup de ses soutiens, la menace la plus sérieuse vient désormais d'ailleurs. Elle viendrait d'un encerclement diplomatique progressif construit loin des champs de bataille. C'est ce qui rend les accusations contre Bola Tinubu aussi explosives. Selon plusieurs commentateurs panafricains, des discussions auraient eu lieu entre certains responsables européens et des relais politiques africains afin de limiter l'influence croissante du Burkina Faso dans les forums régionaux et internationaux. L'objectif supposé ne serait pas une confrontation directe. Au contraire, la stratégie serait plus subtile, réduire progressivement la légitimité de Traoré jusqu'à transformer son modèle politique en exemple de risque plutôt qu'en symbole d'espoir. Et cette méthode rappelle des souvenirs douloureux sur le continent. Dans l'histoire africaine, les dirigeants, qui remettaient en cause l'ordre dominant, n'étaient pas toujours éliminés immédiatement. D'abord venait la pression diplomatique, ensuite l'isolement économique, puis les divisions internes alimentées par des acteurs régionaux. Pour beaucoup d'Africains, le scénario actuel ressemble dangereusement à cette vieille mécanique. Le problème pour les puissances extérieures est simple: attaquer frontalement. Traoré serait politiquement risqué. Son image dépasse aujourd'hui le Burkina Faso. Chaque attaque ouverte contre lui renforce sa popularité auprès d'une partie de la jeunesse africaine. Chaque critique occidentale devient une preuve supplémentaire, aux yeux de ses soutiens, qu'il dérange réellement le système. C'est là que les institutions africaines prennent une importance stratégique. Car, si la pression semble venir de Bruxelles ou de Paris, elle peut être dénoncée comme du néocolonialisme. Mais, si cette même pression passe par des structures africaines, comme la CEDEAO ou certaines voix influentes de l'Union africaine,
alors le récit devient plus complexe. L'objectif, selon les critiques de Tinubu, serait précisément de donner un visage africain à une stratégie pensée pour protéger des intérêts extérieurs. Cette perception a explosé après les sanctions contre le Niger et les menaces d'intervention militaire de la CEDEAO. Dans plusieurs pays africains, ces décisions ont été vécues comme une rupture historique entre les institutions régionales et les peuples africains eux-mêmes. Au lieu d'intimider les populations du Sahel, les pressions ont produit l'effet inverse. Les rues de Bamako, Ouagadougou et Niamey ont vu émerger un discours beaucoup plus radical contre l'influence occidentale. Des citoyens qui ne suivaient jamais la géopolitique ont commencé à parler de souveraineté, de ressources naturelles et de dépendance économique. L'AES s'est transformée progressivement en symbole politique continental. Et plus cette dynamique grandissait, plus la tension augmentait autour de Traoré. Parce que, au-delà des discours, le Burkina Faso commençait à remettre en question des intérêts économiques énormes. Les réseaux liés à l'or, à l'uranium et aux contrats sécuritaires représentent des milliards. Toute tentative de renégociation ou de nationalisation menace directement des équilibres anciens. Les soutiens de Traoré affirment donc que l'isolement diplomatique serait devenu une arme, une manière de ralentir l'expansion du modèle souverainiste sahélien sans provoquer une confrontation trop visible. Mais cette stratégie comporte un risque majeur, car lorsqu'un dirigeant a construit sa popularité sur le refus de l'ingérence étrangère, toute pression extérieure peut renforcer son récit au lieu de le détruire. Chaque tentative d'isolement devient alors une preuve de plus que le combat est réel. Et c'est exactement ce qui semble se produire aujourd'hui. Au lieu d'affaiblir Traoré, les accusations de coordination contre lui alimentent une colère beaucoup plus large à travers le continent, une colère qui ne vise plus seulement l'Europe, mais aussi certains dirigeants africains accusés d'agir comme intermédiaires d'un ancien système que beaucoup pensaient déjà condamné. Ce qui se joue aujourd'hui autour d'Ibrahim Traoré dépasse largement un simple conflit diplomatique entre gouvernements africains et partenaires européens. Derrière les accusations, les sanctions, les discours sur la stabilité régionale et les réunions internationales, une bataille beaucoup plus profonde est en train de se dessiner. Une bataille pour définir qui contrôle encore l'avenir politique de l'Afrique. Et dans cette bataille, chaque camp possède sa propre stratégie. Du côté européen, le mot utilisé est presque toujours le même: stabilité. Bruxelles, Paris et plusieurs partenaires occidentaux affirment vouloir empêcher le chaos sécuritaire dans le Sahel. Officiellement, l'objectif est de préserver les institutions régionales, protéger les échanges économiques et empêcher l'expansion des groupes armés. Mais les soutiens de Traoré donnent une définition totalement différente de cette stabilité. Pour eux, la stabilité défendue par l'Europe signifie surtout la continuité d'un système ancien, un système où les ressources africaines circulent principalement vers des marchés extérieurs, un système où certaines économies africaines restent dépendantes de mécanismes hérités de l'époque coloniale, et surtout, un système où les gouvernements africains, qui refusent les règles établies, deviennent immédiatement des problèmes à gérer. C'est précisément ce que Traoré a commencé à remettre en cause. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré ne parle pas seulement de sécurité militaire. Il parle de souveraineté économique. Il parle de contrôle des ressources. Il parle de dignité politique. Et cette combinaison change complètement la nature du conflit. Parce qu'un dirigeant qui réclame davantage de sécurité peut encore être intégré dans les anciens équilibres. Mais un dirigeant qui remet publiquement en question l'architecture économique et géopolitique du continent devient beaucoup plus dangereux pour les intérêts installés. C'est là que l'AES prend toute son importance. L'Alliance des États du Sahel n'est pas simplement une coopération militaire entre le Burkina Faso, les Mali et les Niger. Elle représente une tentative de construire un espace politique alternatif, une structure capable d'exister sans validation occidentale, une alliance qui affirme publiquement qu'elle ne veut plus dépendre des cadres imposés par les anciennes puissances coloniales. Et cette idée inquiète énormément. Car si l'AES survit malgré les sanctions, malgré les pressions diplomatiques et malgré l'isolement,
alors elle peut devenir un précédent. D'autres pays africains pourraient commencer à se demander s'il est réellement impossible de sortir du modèle traditionnel. D'autres dirigeants pourraient être tentés de suivre la même voie. Voilà pourquoi, selon de nombreux analystes panafricains, la bataille autour de Traoré est devenue symbolique. L'objectif ne serait plus seulement de limiter l'influence du Burkina Faso, il s'agirait surtout d'empêcher la diffusion d'un exemple politique capable d'inspirer le reste du continent. Car les idées circulent plus vite que les armées. Et depuis plusieurs mois, l'idée de souveraineté radicale, portée par Traoré, gagne du terrain dans l'opinion africaine. C'est aussi pour cette raison que les accusations visant Bola Tinubu ont provoqué un tel choc émotionnel. Dans l'imaginaire de nombreux Africains, et voir un dirigeant africain accusé de collaborer avec des intérêts européens contre un autre dirigeant africain réveille des blessures historiques profondes. Les références à Lumumba, Sankara ou Nkrumah réapparaissent constamment dans les débats. Les méthodes ont changé. Les discours sont plus diplomatiques. Mais pour beaucoup, le mécanisme reste identique lorsqu'un leader africain commence à menacer un système international ancien. Des alliances se forment rapidement pour contenir son influence. Et plus Traoré devient populaire, plus cette logique semble se renforcer. Le paradoxe est même devenu visible. Chaque tentative de pression internationale renforce son image de résistant. Chaque critique extérieure alimente sa légitimité auprès d'une partie de la population africaine. Chaque accusation contre lui nourrit le sentiment que le Burkina Faso dérange réellement des intérêts puissants, mais cette dynamique crée aussi un immense danger pour Ouagadougou. Car la popularité politique ne suffit pas à faire fonctionner un État. Le Burkina Faso reste confronté à des défis énormes: terrorisme, pauvreté, difficultés économiques et besoins urgents d'investissement. Si l'isolement diplomatique s'intensifie, les conséquences matérielles pourraient devenir très lourdes pour la population. C'est donc ici que la stratégie de Traoré entre dans une phase critique. Il ne lui suffit plus de résister symboliquement. Il doit désormais construire des alternatives réelles. Nouveaux partenaires économiques, nouveaux circuits commerciaux, nouvelles alliances sécuritaires. Sans cela, les pressions risquent progressivement d'épuiser le pays, malgré le soutien populaire, et c'est exactement ce que ses adversaires observent avec attention. Parce que si Traoré réussit, alors toute l'architecture politique du Sahel pourrait être redessinée. Mais s'il échoue, son échec sera utilisé comme avertissement contre tous ceux qui voudraient suivre le même chemin. Le conflit n'est donc plus seulement diplomatique. Il est devenu idéologique. Deux visions de l'Afrique s'affrontent désormais ouvertement, une Afrique intégrée dans les équilibres traditionnels dominés par des partenariats occidentaux, et une Afrique qui tente, malgré les risques, de reprendre le contrôle de sa trajectoire politique et économique. Et plus cette confrontation avance, plus il devient clair qu'aucun des deux camps n'est prêt à reculer. Lorsque les accusations de coordination contre Ibrahim Traoré ont commencé à circuler massivement sur les réseaux sociaux et dans les médias panafricains, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une polémique passagère. Mais très vite, quelque chose de beaucoup plus profond est apparu. Cette affaire ne faisait pas seulement réagir les cercles politiques, elle réveillait une émotion continentale ancienne, presque enfouie. Parce que pour des millions d'Africains, cette histoire ne concerne pas uniquement le Burkina Faso. Elle rappelle un traumatisme collectif. Le souvenir des dirigeants africains qui avaient promis une rupture avec les systèmes de dépendance avant d'être progressivement isolés, affaiblis ou renversés. Dans les discussions publiques, les noms de Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Kwame Nkrumah sont revenus sans cesse. Les générations changent. Les méthodes deviennent plus sophistiquées. Mais pour beaucoup d'observateurs africains, le schéma semble terriblement familier. Et cette perception change complètement la manière dont Traoré est vu aujourd'hui. Au départ, il était considéré comme un jeune capitaine arrivé au pouvoir dans un pays en crise. Désormais, il est observé comme le possible symbole d'une nouvelle phase politique africaine. Même ceux qui doutent de certaines décisions de son gouvernement reconnaissent que son discours a modifié quelque chose dans le débat continental.
Avant lui, très peu de dirigeants africains parlaient aussi directement de souveraineté économique, d'exploitation des ressources et de dépendance géopolitique devant les caméras internationales. Très peu osaient dénoncer frontalement les rapports de force hérités du passé colonial, tout en cherchant de nouveaux partenaires hors du cadre occidental traditionnel. Et surtout, très peu recevaient un tel soutien populaire au-delà de leurs frontières. C'est précisément ce soutien transnational qui inquiète les structures traditionnelles. Car un dirigeant isolé peut être contenu, mais une idée qui circule dans toute une génération devient beaucoup plus difficile à arrêter. Aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, des jeunes suivent les discours de Traoré, comme d'autres suivaient autrefois les grands leaders indépendantistes. Ces prises de parole sont partagées, traduites, commentées et transformées en symboles politiques. Cette évolution crée un nouveau problème pour les dirigeants africains accusés d'être trop proches des intérêts occidentaux. Chaque silence devient suspect. Chaque rencontre avec l'Union européenne déclenche des interrogations. Chaque déclaration contre l'AES est analysée comme une possible preuve d'alignement extérieur. C'est exactement ce qui fragilise aujourd'hui l'image de Bola Tinubu dans une partie de l'opinion africaine. Son rôle de président de l'Union africaine devait renforcer son statut continental, mais les accusations autour du Burkina Faso ont produit l'effet inverse. Désormais, chaque initiative diplomatique liée au Sahel est immédiatement observée à travers le prisme de cette controverse. Même sans preuve définitive, le soupçon s'est installé durablement. Et dans la politique africaine contemporaine, le soupçon peut parfois être aussi destructeur qu'une accusation officielle. Pendant ce temps, le Burkina Faso continue de faire face à une réalité extrêmement difficile. La guerre contre les groupes armés se poursuit. Les besoins économiques restent immenses. Les tensions diplomatiques compliquent l'accès à certains financements et à certaines coopérations internationales. Cela signifie que la prochaine étape sera décisive, car la survie politique de Traoré dépend désormais de sa capacité à transformer le symbole en résultat concret. Les discours souverainistes ont créé un immense espoir populaire, mais cet espoir devra produire des améliorations visibles pour résister à long terme. Et c'est là que l'avenir de l'AES devient central. Si le Burkina Faso, le Mali et le Niger parviennent à construire une coopération sécuritaire et économique stable malgré les pressions, alors leur modèle gagnera une crédibilité énorme dans le reste du continent. En revanche, si les difficultés économiques s'aggravent ou si l'instabilité continue de croître, leurs adversaires utiliseront immédiatement cette situation pour discréditer toute idée de rupture avec l'ordre ancien. Le combat dépasse donc désormais les frontières nationales. Il est devenu une bataille de récits. D'un côté, ceux qui affirment que l'Afrique doit rester intégrée aux équilibres internationaux existants pour préserver la stabilité. De l'autre, ceux qui pensent que cette stabilité a surtout servi à maintenir le continent dans une dépendance permanente. Et, entre ces deux visions, des millions d'Africains commencent à choisir leur camp avec une intensité que les élites politiques n'avaient peu être pas anticipée. Aujourd'hui, le plus important n'est peu, être même plus de savoir si toutes les accusations contre Bola Tinubu sont vraies dans les moindres détails. Le véritable tournant est ailleurs. Le simple fait qu'une immense partie de l'opinion africaine considère désormais ces accusations comme crédibles révèle quelque chose de beaucoup plus profond. La confiance dans l'ancien ordre politique africain est en train de se fissurer. Et cette fissure grandit rapidement. Pendant longtemps, les grandes décisions concernant l'Afrique étaient prises dans des espaces éloignés des peuples africains eux-mêmes. Les accords économiques, les partenariats militaires, les sanctions régionales, les choix stratégiques étaient souvent présentés comme des nécessités techniques, alors qu'ils servaient aussi des intérêts géopolitiques très précis. Mais aujourd'hui, cette mécanique est observée publiquement. Les populations africaines suivent les réunions diplomatiques. Elles analysent les déclarations officielles. Elles discutent des intérêts miniers, des alliances militaires et des influences étrangères avec une attention nouvelle. Quelque chose a changé dans la conscience politique du continent.
Et au centre de cette transformation apparaît Ibrahim Traoré, pas parce qu'il aurait déjà gagné, pas parce que le Burkina Faso aurait résolu tous ses problèmes, mais parce qu'il représente désormais une possibilité, celle d'un dirigeant africain qui refuse publiquement certains rapports de dépendance et qui accepte le coût politique de cette rupture. Pour ses soutiens, c'est précisément cette attitude qui le distingue des générations politiques précédentes. Le problème, c'est que l'histoire africaine montre aussi une autre réalité. Les systèmes puissants ne reculent jamais facilement. Les pressions contre le Burkina Faso risquent donc de continuer. Les tensions diplomatiques pourraient s'intensifier. Les batailles médiatiques deviendront probablement encore plus agressives. Et derrière chaque mouvement officiel, beaucoup chercheront désormais à identifier les intérêts réels qui se cachent dans l'ombre. C'est ce qui rend cette période aussi dangereuse. Parce qu'il ne s'agit plus simplement d'une opposition entre deux dirigeants africains, il s'agit d'un affrontement entre deux visions du futur du continent. Une vision où l'Afrique reste intégrée dans des structures dominées par des influences extérieures, et une autre vision où certains États tentent de reconstruire leur autonomie malgré les risques économiques, diplomatiques et sécuritaires. Le résultat de cette confrontation dépassera largement Ouagadougou, Abuja ou Bruxelles. Si Traoré résiste durablement, d'autres gouvernements africains pourraient être tentés de suivre la même trajectoire. Mais, si son expérience échoue sous la pression économique ou diplomatique, cet échec sera utilisé comme avertissement contre toute tentative similaire dans le futur. Voilà pourquoi chaque décision prise aujourd'hui compte autant. Chaque silence, chaque alliance, chaque réunion, chaque sanction. L'Afrique entière regarde désormais ce bras de fer avec une attention presque historique, car beaucoup ont le sentiment qu'un nouveau cycle politique peut être en train de naître sous leurs yeux. Et dans ce nouveau cycle, les peuples africains semblent de moins en moins disposés à accepter des dirigeants perçus comme les gestionnaires locaux d'intérêts étrangers. Le vieux système n'a pas encore disparu, mais pour la première fois depuis longtemps, il sent clairement que quelque chose lui échappe. Et c'est précisément pour cela que la tempête autour de Traoré ne fait probablement que commencer.